La nuit du 1er septembre 1967, dans une cellule de la prison des femmes d'Eichach en Bavière, une femme de 60 ans prit un crayon et écrivit une note brève à son fils Uwe. Les mots étaient simples et définitifs. « Il n'y a pas d'autre issue. La mort est pour moi un soulagement. » Puis elle fabriqua une corde avec un drap, l'attacha à un tuyau de chauffage et se pendit. Par cet acte, elle clôtura l'un des dossiers judiciaires les plus complexes, controversés et médiatisés de l'après-guerre européenne. Elle avait passé presque 24 ans en prison, répartie entre 3 condamnations dans 3 pays différents, sous 3 systèmes juridiques différents. Elle s'appelait Ilse Koch. Le monde la connaissait sous le nom de la chienne de Buchenwald, ou la sorcière de Buchenwald, ou encore Lampshade Ilse, un surnom faisant référence à l'accusation qui l'avait rendue célèbre, avoir ordonné l'assassinat de prisonniers tatoués pour utiliser leur peau dans la confection d'abat-jour. Le magazine Newsweek la décrivit ce jour-là comme la fin sombre de la femme la plus détestée du monde. Woody Guthrie avait composé une chanson à son sujet. La photographie de son visage avait fait la couverture des journaux en Europe et aux États-Unis. Son procès à Dachau avait attiré jusqu'à 300 spectateurs par jour pendant des mois. Sa peine réduite avait provoqué des manifestations de rue à New York, une enquête du Sénat américain et une intervention directe du président Truman. Et pourtant, aucun des 3 tribunaux qui l'avaient jugé, ni celui des SS en 1944, ni le tribunal militaire américain en 1947, ni le tribunal civil allemand en 1951, n'avaient trouvé suffisamment de preuves pour la condamner pour les abat-jours. L'objet le plus célèbre du procès n'était jamais apparu dans aucun tribunal. Les albums photos supposément reliés en peau humaine se sont avérés être des albums ordinaires de photos de famille. Son nom ne figurait pas parmi les 21 accusés principaux du procès de Nuremberg. Elle n'a pas signé d'ordre d'extermination massive, elle n'a pas conçu les chambres à gaz ni la logistique des trains, elle n'avait pas de rang officiel dans les SS. Et pourtant, en termes de reconnaissance populaire dans le monde anglophone pendant l'immédiat après-guerre, le nom d'Ilse Koch avait plus de poids émotionnel que celui de la plupart de ses contemporains ayant des culpabilités objectivement plus grandes. Qu'a fait exactement Ilse Koch? Qu'a-t-elle omis de faire? Et comment est-elle devenue le symbole le plus durable de la cruauté nazie, alors que les auteurs directs du génocide vivaient en liberté ou recevaient des peines moindres? Pour comprendre cela, il faut commencer là où elle a commencé. Margaret Ilse Köhler naquit le 22 septembre 1906 à Dresde, dans une famille protestante de classe moyenne inférieure. Son père était Max Köhler et sa mère Anna Kubisch. Elle avait 2 frères. Son enfance fut stable et sans événements marquants. Éducation de base dans le système Volksschule, sans accès au gymnasium académique, avec une formation technique ultérieure en dactylographie et secrétariat. Elle travailla comme secrétaire dans diverses entreprises de Dresde pendant les premières années de 1920. Dans ce profil, rien ne distingue Ilse Köhler de centaines de milliers de jeunes Allemandes de sa génération. Le changement survint en mai 1932. À 25 ans, au sommet de la dépression et du chaos politique qui précédait l'ascension de Hitler, Ilse adhéra au Parti national-socialiste allemand. Elle se vit attribuer le numéro de membre 1 130 836 et jura servir le parti de toutes ses forces. Qu'une jeune femme adhère au NSDAP avant la prise du pouvoir en janvier 1933 n'était pas courant. La plupart des premières femmes membres du parti l'ont fait après, lorsque l'adhésion était socialement avantageuse ou directement nécessaire. Ilse arriva avant, volontairement, à un moment où l'adhésion était encore un geste politique authentique pouvant avoir des conséquences. Ce détail, minuscule en apparence, est important. Les archives documentaires de cette période sont rares. Ce qui reste clair, c'est qu'Ilse évoluait dans des cercles sociaux où abondaient les hommes en uniforme, membres des SS locaux à Dresde. Elle était une femme attirée par ce monde de discipline idéologique, d'uniforme et d'ambition organisée. En 1934, dans ce même cercle, elle rencontra l'homme qui changerait sa vie à jamais. L'Allemagne dans laquelle Ilse Köhler devint adulte était celle de la République de Weimar, un système parlementaire tumultueux, né de la défaite de 1918 et assiégé par des inflations dévastatrices, des crises économiques en chaîne et une polarisation politique qui poussait les jeunes vers les extrêmes.
Beaucoup de sa génération virent dans le mouvement nazi une promesse d'ordre, de discipline nationale et d'effacement des humiliations de Versailles. Qu'il se le voit aussi et s'engage dans cette vision avant même d'avoir la garantie d'être du côté des vainqueurs, montre la profondeur de sa conviction. Karl Otto Koch et le monde des camps. Karl Otto Koch est né à Darmstadt en 1897, 10 ans de plus qu'Ils. Fils illégitime légitimé par le mariage tardif de ses parents. Il perd son père à l'âge de 8 ans. Il travaille comme apprenti comptable, puis comme employé dans une usine de munitions et en mars 1916, il s'engage volontairement dans l'armée allemande. Il combat sur le front occidental, est blessé 2 fois, capturé par les Britanniques et décoré de la Croix de fer de 2e classe. Son journal de guerre, conservé dans les archives, est d'une monotonie bureaucratique qui ne prédit rien. Libéré de la captivité en octobre 1919, il passe les années 1920 avec une instabilité chronique. Emploi précaire, longue période de chômage, un mariage raté avec Kate Müller en 1924 à cause exclusive du mari, un fils nommé Manfred avec des problèmes psychiatriques. Les archives nazies des enquêtes ultérieures mentionnent de petits vols et détournements durant cette période. Au début des années 1930, avec la dépression à son apogée et la République de Weimar en déclin, Karl se radicalise. En mars 1931, il rejoint le NSDAP et presque immédiatement les SS. L'ascension de Karl au sein du système est vertigineuse. En février 1933, il est envoyé à Kassel pour établir une Hilfspolizei, une police auxiliaire créée par Hitler pour combattre les opposants politiques après l'incendie du Reichstag. Ce succès le place sous l'orbite du SS Brigadeführer Theodor Eicke, chef de l'inspection des camps de concentration. En 1934, il fait déjà partie de son état-major. Ses supérieurs le décrivaient comme ferme et orienté vers des objectifs, intelligent et sûr de lui, avec une vision du monde national-socialiste correcte et solide. Ce qui suivit fut une escalade de postes au sein du système des camps. Sachsenburg, Esterwegen, Lichtenburg, Columbia House, à nouveau Esterwegen. En septembre 1936, il est nommé commandant de Sachsenhausen, le plus grand camp de l'Allemagne de l'époque, à 35 km de Berlin, qui abriterait à terme 200 000 prisonniers et verrait entre 35 000 et 40 000 morts. C'est là que la relation de Karl avec Ilse a atteint son point de formalisation. Pour épouser un membre des SS, il était obligatoire de démontrer la pureté raciale de la fiancée conformément au décret sur le mariage que Himmler avait émis en 1931. Ilse a fourni des documents généalogiques attestant des ancêtres allemands protestants depuis 1750. Le 25 mai 1937, ils se sont mariés à l'hôtel de ville d'Oranienburg, suivi d'un rituel nocturne aux torches dans la forêt de chênes de Sachsenhausen devant plus de 50 hommes des SS en formation. Elle portait une robe longue à fleurs avec une cape, lui, l'uniforme complet des SS avec des gants blancs et un sabre cérémonial. Dans les albums familiaux, on les voit se tenant mutuellement. Karl l'appelait Pimpf, tiré du nom utilisé pour les membres les plus jeunes et prépubères de la jeunesse hitlérienne. 2 mois après le mariage, Karl reçut la mission qui marquerait le reste de leur vie, construire et commander un nouveau camp de concentration sur les collines d'Ettersberg, en périphérie de la ville de Weimar. Il l'appellerait Buchenwald. Lorsque Karl Koch arriva à Ettersberg en juillet 1937, il trouva une forêt de chênes. Les premiers 149 prisonniers arrivèrent de Sachsenhausen le 15 juillet. Leur travail consistait à abattre des arbres, construire des routes et ériger les premiers baraquements à la main, sans machines lourdes, avec des rations minimales de nourriture et d'eau. Les morts commencèrent presque immédiatement. Le camp grandit pour couvrir 470 acres. 33 baraquements en bois pour les prisonniers, 15 bâtiments à 2 étages, une esplanade centrale pour le comptage, des ateliers de travail, une infirmerie, un bâtiment de désinfection, une laverie, une cuisine, une cantine, des entrepôts. Un crématoire depuis 1940 pour gérer le volume croissant de cadavres. Un périmètre de clôture électrifiée de 3 mètres de hauteur et 3 km de longueur avec 22 tours de guet patrouillés par des bergers allemands. Au fil du temps, plus de 100 sous-camps sous son autorité administrative.
Tout au long de son existence, 238 980 prisonniers ont franchi ses portes. Environ 56 000 sont morts là-bas. L'arrivée des nouveaux détenus était conçue pour détruire leur volonté avant que le corps ne cède. Ceux qui arrivaient en train faisaient les 8 kilomètres depuis Weimar à pied, les bras levés. Ceux qui arrivaient en camion entraient comprimés. Les gardes SS distribuaient des coups dès le premier instant. Des heures dans la cour en position de salut saxon, les mains croisées derrière la nuque avant d'être enregistrés. L'entrée du camp était une grille en fer forgée portant l'inscription « Je dem das Sen », à chacun ce qui lui revient. La désinfection incluait un rasage total, une douche et un examen médical. Ensuite, un numéro, un uniforme rayé, une couchette dans un baraquement bondé. La routine quotidienne était une machine de mort lente. Compte au lever du soleil pendant au moins 1 heure, quel que soit le temps. Travail dans les carrières, usines de briques, production d'armement. Les capots des prisonniers ayant des fonctions de supervision administraient la violence avec la même arbitraire que les gardes SS. Les Juifs, dont la présence augmenta considérablement après la Kristallnacht de novembre 1938, recevaient les travaux les plus brutaux et les rations les plus maigres. Les maladies, la famine et l'épuisement tuaient régulièrement. S'y ajoutaient des exécutions, des expériences médicales où des médecins SS injectaient le typhus et le choléra à des prisonniers à la recherche de vaccins, et un système de punition corporelle formalisé, flagellation sur un chevalet en bois, suspendu par les bras attachés dans le dos pendant des heures. Karl Koch transforma Buchenwald en un fief personnel. Le survivant Eugen Kogon, qui écrira plus tard l'histoire la plus importante du camp, le décrivit ainsi. Sous Koch, un régime de véritable arbitraire régnait. La violence était systématique mais aussi capricieuse. Il punissait pour avoir les mains dans les poches, pour avoir perdu des boutons de son uniforme, pour avoir utilisé plus de temps que permis dans les toilettes. Kogon documenta également un cas de brutalité particulièrement extrême, ordonné par Koch contre un prisonnier rom qui avait tenté de s'échapper. L'homme fut enfermé dans une boîte en bois légèrement plus petite qu'une personne, avec des clous incrustés dans ses parois intérieures, recouvertes de tissu métallique sur le côté ouvert, et placé à la vue de tout le camp. 3 nuits dura l'agonie publique de l'homme, qu'ils exécutèrent finalement par injection létale lorsque ses cris n'avaient plus aucun semblant de voix humaine, écrivit Kogon. En novembre 1939, le jour après l'attentat raté contre Hitler au Bürgerbräukeller de Munich, Koch réunit tous les prisonniers juifs du camp dans la cour de comptage, les retint lorsque le reste fut libéré et choisit au hasard entre 18 et 20 hommes de premier plan. Ils furent emmenés à la carrière du camp et fusillés par derrière. Beaucoup des gardes qui ont appuyé sur la gâchette étaient encore ivres de la célébration de l'anniversaire du putsch de la brasserie. Lorsque Berlin demanda, Koch expliqua qu'ils avaient été abattus en tentant de s'échapper. Il n'y eut aucune sanction. Le camp abritait également un zoo construit pour la famille Koch avec des ours dans un enclos en béton à 50 mètres du crématoire. Les photographies de l'album familial montrent Karl et son fils Artwin nourrissant les cerfs de l'enclos. Il y a une photo où Ilse se promène en manteau de fourrure aux côtés de Karl et des enfants juste devant l'entrée principale du camp, tandis que les enfants jouent dans la neige de décembre. Première neige à Buchenwald, dit la légende de la photo. Ilse à Buchenwald, ce qu'elle a fait et ce qu'on dit qu'elle a fait. Le rôle d'Ilse à Buchenwald n'a jamais été officiel, sans grade, sans uniforme, sans accès aux archives du camp au-delà de ce qu'elle pouvait voir depuis la fenêtre ou de ce qui se passait dans sa propre villa. Sa position nominale était celle de l'épouse du commandant, ce qui, dans la hiérarchie du Troisième Reich, signifiait en théorie être confiné à la sphère domestique des 3 K. Kinder, Küche, Kirche. Ilse eut 3 enfants à Buchenwald, Artwin en janvier 1938, Gisela en avril 1939 et Gudrun en décembre 1940. Gudrun mourut de pneumonie à l'âge de 4 mois, tandis qu'Ilse était en vacances de ski, ce qui lui valut l'accusation de négligence maternelle de la part de la demi-sœur de Karl. La villa familiale était à presque 1 kilomètre de l'entrée principale du camp. C'était un bâtiment de 3 étages construit par le travail forcé de prisonniers. L'intérieur mélangeait le style art déco avec l'esthétique nazie. Des bustes de Hitler, des lampes faites de bois de serre, un portrait de Karl en uniforme dans la chambre principale.
Dans le jardin se trouvait une petite piscine en béton pour les enfants et une écurie couverte de 20 mètres de haut, construite en 1939 avec de la main-d'œuvre esclave, avec des murs en miroir et une piste de dressage intérieur. Elle avait coûté 250 000 Reichsmark, soit plus d'1 million de dollars actuels. Ilse l'utilisait pour ses promenades matinales à cheval d'une demi-heure, tandis que la fanfare des SS jouait de la musique à l'extérieur. Lorsqu'on lui demanda plus tard pourquoi elle avait demandé sa construction, elle répondit indifféremment « Le travail des prisonniers était bon marché et le bois aussi ». Plus d'une douzaine de prisonniers travaillaient comme domestiques dans la Villa Koch. Certains témoigneraient au plus tard sur le traitement qu'ils recevaient. Une totale indifférence à leur bien-être, des humiliations quotidiennes, et ils n'étaient pas autorisés à utiliser les toilettes de la maison. Il mentionnerait également les prétendues infidélités d'Ilse avec plusieurs officiers des SS de haut rang dans le camp. Les témoignages sur les activités d'Ilse en dehors de la villa sont plus perturbants et aussi plus difficiles à vérifier avec précision. Les survivants la se souviennent généralement de deux manières: à cheval autour du camp, avec un fouet, prenant note des numéros de prisonniers qui osaient la regarder, ou dans des situations où sa simple plainte auprès d'un garde ou de son mari produisait des conséquences fatales pour le prisonnier désigné. Le survivant Emil Karlebach déclara l'avoir entendu crier plusieurs fois « On dirait que vous n'avez jamais vu de femme allemande, à la potence avec vous ». La potence était le chevalet en bois sur lequel on flagellait les prisonniers. Walter Retterpath témoigna avoir vu Ilse s'approcher à cheval d'un groupe de travailleurs qui construisaient une route, réprimander l'un des hommes et lui frapper le visage avec son fouet jusqu'à le faire saigner, tout en criant « Vous regardez mes jambes !» Plus de 2 douzaines de témoins déclareraient l'avoir vu assister à des flagellations avec ce qu'ils décrivaient comme une satisfaction visible. Parallèlement à ces témoignages directs, circulèrent dans le camp et plus tard dans la presse internationale des rumeurs de nature différente et bien plus sombre. Qu'Ilse sélectionnait des prisonniers tatoués pour les assassiner et utilisait leur peau pour fabriquer des objets domestiques, des abat-jours, des gants, des couvertures d'albums photos. On parlait aussi d'une boîte avec un crâne humain dans le salon, utilisée comme décoration avec laquelle le petit Artwin jouait en arrachant les dents. Cette accusation devint le noyau de sa notoriété posthume, et c'est, parmi tous les chefs d'accusation qui lui ont été imputés, celui qui a l'histoire la plus compliquée de toutes. L'arrogance a ses limites, même au sein du Troisième Reich. Karl Koch avait transformé Buchenwald en une caisse enregistreuse personnelle. Lorsque, en 1938, des milliers de Juifs arrivèrent après la nuit de cristal, il s'assura qu'ils jetteraient leurs objets de valeur dans des caisses ouvertes sans enregistrement, signant des formulaires blancs déclarant être arrivés sans rien. Les artisans du camp, horlogers, menuisiers et artistes, produisaient des objets de luxe pour la famille, des sculptures, des meubles, des albums photos, des bijoux. Il y avait des comptes bancaires secrets pour faire disparaître l'argent confisqué. Et l'or dentaire extrait des cadavres avant la crémation venait régulièrement augmenter sa fortune personnelle. En 1941, le gaspillage visible des coqs, les fourrures d'Ilse, l'écurie, les voitures de luxe, parvint aux oreilles de Josias, prince héritier de Waldeck et Pyrmont, le chef suprême des SS et de la police sous l'autorité administrative de Buchenwald. Waldeck était une figure profondément engagée dans le nazisme. Il avait participé à la nuit des couteaux longs et au pogrom de la nuit de cristal. Il n'était pas un idéaliste de la justice, mais son autorité avait été systématiquement bafouée par un subordonné, et cela était une autre question. En décembre 1941, Waldeck arrêta Karl Koch pour corruption. Le jour suivant, il reçut des appels furieux de ses supérieurs qui l'accusaient d'avoir agi en dehors de ses prérogatives avec le meilleur commandant des SS. Himmler intervint personnellement et Koch fut libéré en moins de 24 heures. La colère de Himmler arriva par téléx avec, selon le propre témoignage de Waldeck, une phraséologie que je n'ose pas répéter. En 35 ans de service militaire, on ne m'a jamais parlé de cette façon, mais la graine du procès était plantée. Karl fut transféré à Majdanek, en Pologne, comme commandant, tandis qu'Ilse et les enfants restaient dans la villa de Buchenwald. À Majdanek, il continua exactement de la même manière. En juillet 1942, 86 prisonniers soviétiques s'échappèrent lors d'une évasion massive organisée avec une échelle de bois improvisée.
Koch mit des heures à en informer les autorités et la majorité réussit à fuir. Himmler lui retira son commandement. En juin 1943, entra en scène l'homme qui changerait le destin des deux Koch, le SS Richter Konrad Morgen, un juge des SS avec la réputation d'un chasseur de corrompus. Assigné à une affaire de détournement de fonds différente à Buchenwald, Morgen découvrit ce qu'il qualifia lui-même de coïncidence, l'étendue réelle de la fortune personnelle de Karl. À son arrivée au commandement en 1937, Koch avait 17,60 Reichsmark sur son compte bancaire. En 1943, il avait accumulé plus de 100 000 Reichsmark, malgré un salaire annuel qui n'a jamais dépassé les 12 000. La différence était inexplicable par des moyens légitimes. Morgen enquêta également sur les morts suspectes de deux prisonniers communistes, Walter Kremer et Karl Pace. Ils avaient travaillé comme infirmiers dans la clinique du camp et avaient traité Karl de la syphilis contractée en Norvège. Ils apparaissaient dans le registre des morts comme tués en tentant de s'échapper à différentes heures du même jour. Morgen construisit l'affaire. Le 24 août 1943, Morgen arrêta Karl Koch au matin dans la villa familiale après l'avoir poursuivi dans les forêts de Lettersberg. Le jour suivant, il arrêta également Hills. Les enfants furent envoyés à Saaz avec la demi-sœur de Karl. La villa fut fouillée de haut en bas, sans laisser un tiroir sans ouvrir, selon Morgen, et tout son contenu fut catalogué et envoyé à Saaz. Le procès des SS eut lieu en 1944. Karl Koch fut condamné à mort pour meurtre non autorisé et corruption. Il fut exécuté à Buchenwald en avril 1945, quelques jours avant la libération du camp. Il se fut acquitté. Il n'y avait pas suffisamment de preuves pour la condamner. La clé est que Morgen, qui avait minutieusement enregistré chaque objet de la villa et interrogé des prisonniers pendant 8 mois, témoigna plus tard qu'au cours de toute son enquête, il n'avait jamais trouvé un abat-jour en peau humaine, ni des gants en peau humaine, ni un album relié en peau humaine en possession d'Ilse Koch. Il n'a même jamais entendu la rumeur. Libération, légende et capture américaine. Le 11 avril 1945, des forces du 3e armée des États-Unis libérèrent Buchenwald. Le général Eisenhower visita le camp en personne et ordonna que tout soit photographié et filmé de manière exhaustive afin que le monde ne puisse pas nier ce qui s'était passé. Ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur fut enregistré avec un rigueur sans précédent. Des cadavres empilés en attendant d'être incinérés, des survivants réduits à des squelettes avec des regards vides, des instruments de torture, un laboratoire d'expérimentation médicale avec des registres détaillés en allemand, d'une bureaucratie scrupuleuse. Dans le département de pathologie du camp, entre autres, on trouva des morceaux de peau humaine, tatoués, conservés dans de l'alcool, ainsi que ce que les autorités décrivirent comme un abat-jour fabriqué à partir de ce matériau. Un documentaire de l'armée américaine filmé dans le camp quelques jours après la libération serait projeté 2 ans plus tard lors du procès de Dachau comme preuve d'ouverture. Le narrateur, sur des images du camp, mentionnait spécifiquement un abat-jour en peau humaine à la demande de la femme d'un officier des SS. Les caméras filmèrent également la visite forcée des citoyens de Weimar dans les installations, des Allemands ordinaires marchant parmi les cadavres, se couvrant le nez, détournant le regard. Les journaux du monde entier publièrent les images, la radio les diffusa. Et parmi les noms qui circulaient avec insistance, celui d'Ilse Koch apparaissait avec une charge particulière, l'épouse du commandant qui avait ordonné de faire tuer des prisonniers tatoués pour décorer sa villa. Le magazine Life publia sa photo en pleine page avec cette accusation au printemps 1945, des mois avant qu'aucun procès ne soit lancé. Ilse vivait à Ludwigsburg avec ses enfants lorsqu'elle fut arrêtée le 30 juin 1945. Elle déclara par la suite qu'elle n'avait pas su pendant des mois de quoi elle était accusée exactement. En octobre de cette année-là, déjà dans le camp d'internement de Lager 77, elle lut un article de Life avec sa photo en pleine page disant qu'elle avait ordonné de tuer des prisonniers pour obtenir leur peau tatouée. Elle tenta de contacter le corps de contre-espionnage américain pour contester cela. Ils ne la reçurent pas. Elle resta à Lager 77 avec environ 1100 détenus classés comme suspects politiques. Parmi ces codétenus, Koch était activement évité. Elle marchait toujours contre le mur, se souvint Anna Fest, une autre ancienne gardienne internée là-bas. Si quelqu'un passait dans le couloir,
Elle reculait rapidement dans sa chambre. Elle se fermait. Les autorités américaines mirent encore 18 mois avant de formuler des accusations formelles. D'ici là, le nom d'Ilse Koch était déjà familier dans des millions de foyers américains, européens et latino-américains. Le tribunal qui jugerait Ilse Koch et 30 coaccusés pour des crimes commis à Buchenwald était une commission militaire américaine établie dans les installations de l'ancien camp de concentration de Dachau. Le système avait été conçu pour l'efficacité. Il n'était pas nécessaire que la majorité des juges aient une formation juridique, il suffisait d'être des officiers supérieurs considérés comme des hommes de talent dans leur profession. La condamnation nécessitait une majorité simple. Le procureur en chef était William Dowdell Denson, un avocat de 33 ans de l'Alabama, diplômé de West Point et de Harvard Law, profondément religieux, capable de réciter 215 versets bibliques de mémoire. Il avait obtenu plus de 150 condamnations dans les procès précédents de Dachau, Mauthausen et Flossenbürg. Quand vint le tour de Buchenwald, Denson pesait 53 kg, alors qu'il pesait entre 75 et 80 auparavant. « Je ressemblais à un prisonnier du camp moi-même », dira-t-il plus tard. Le procès commença le 11 avril 1947, exactement 2 ans après la libération. 300 spectateurs remplissaient les gradins. Des caméras filmèrent la procédure. 2 jours avant que les actes commencent, il fut découvert qu'Ilse Koch était enceinte de 3 mois. L'enquête interne n'a pas pu établir avec certitude qui était le père. Une explication officielle parla d'un détenu qui aurait creusé un tunnel depuis la cantine jusqu'à ses appartements, ce que Denson lui-même qualifia d'impossible. La conséquence pratique était qu'il ne pourrait pas demander la peine de mort pour elle. On ne pend pas une femme enceinte. La stratégie de Denson reposait sur le concept de conspiration commune. Il n'était pas nécessaire de prouver que chaque accusé avait commis un acte spécifique, mais qu'il avait participé au soutien d'un système criminel. Pour Koch, sans aucun rang officiel, cela exigeait de prouver qu'elle exerçait une véritable autorité et qu'elle avait activement incité à la violence. La presse suivit le procès avec un vocabulaire qui n'aurait pas fonctionné pour décrire les co-accusés masculins. Les articles commençaient par des descriptions de son corps. Stars and Stripes l'appela « la sorcière du camp avide de sexe de Buchenwald ». Newsweek publia des photos d'Ilse en maillot de bain à côté de photos de détenus squelettiques sous le titre « La sorcière de Buchenwald », le dossier d'une sadique. Elle était décrite avec son corps voluptueux et sa nymphomanie. Aucun article sur ces co-accusés masculins n'avait ce ton. Les témoignages des témoins de l'accusation alternaient entre ce qui était dévastateur et ce qui était problématique. Le survivant docteur Eugene Kogon, qui avait rédigé le rapport officiel du camp pour l'armée américaine, témoigna de la terreur générale que Koch inspirait et de sa réputation de la commandante. Sous contre-interrogatoire, il admit qu'il n'avait jamais eu de contact direct avec elle, qu'il ne l'avait vue que 2 ou 3 fois de loin en 6 ans et qu'il l'identifia au tribunal uniquement grâce à des photos de presse antérieures au procès. Le témoignage le plus incendiaire fut celui du prisonnier Herbert Froboess, qui décrivit avoir vu Koch à cheval en 1940 identifier un prisonnier tatoué avec un bateau à voile sur la poitrine. Le prisonnier fut appelé à la liste ce soir-là et ne revint jamais. Des mois plus tard, dans le département de pathologie, Froboess affirma avoir vu la même image sur un morceau de peau conservé. Il témoigna aussi avoir vu Koch avec des gants en peau humaine et un album photo relié en peau humaine. La défense démantela le témoignage pièce par pièce. La date mentionnée par Froboess coïncidait avec la grossesse avancée de Ilse, incompatible avec l'équitation. Froboess admit qu'il avait donné des versions contradictoires à un journaliste. Il ne put confirmer avoir personnellement entendu la conversation entre Koch et le prisonnier. Il fut ensuite révélé que Froboess travaillait à ce moment-là pour la propre accusation comme dessinateur technique pour la préparation du procès. Et pour couronner le tout, une photographie d'août 1945 le montrait vêtu d'un habit de moine franciscain avec le titre « Père Herbert Froboess, ancien prisonnier du camp de concentration de Buchenwald ». Il avait fraudé plus de 3000 Reichsmark à la femme d'un autre accusé en lui promettant de témoigner en sa faveur. Le tribunal l'a déclaré témoin de véracité douteuse.
L'autre grand témoin, Kurt Titz, un prisonnier qui avait travaillé comme domestique à la Villa Koch, décrivit 2 écrans de lampe dans le salon, l'un avec des tatouages visibles. Il affirma que dans le département de pathologie, on lui avait expliqué qu'ils étaient faits de peau humaine. Sous interrogation, il admit qu'avant cette explication, les lampes lui semblaient tout à fait normales. Et Morgan, le juge des SS qui avait enregistré la villa entière en 1943, témoigna que durant son enquête minutieuse, il n'avait trouvé aucun lien avec la peau humaine. L'écran de lampe supposément remis aux autorités de Nuremberg pour le tribunal international n'a jamais été retourné. Le procureur affirma qu'il avait été égaré. Les albums photos, décrits comme étant reliés en peau humaine, que le procureur avait prétendu ne pas pouvoir localiser avant le verdict, apparurent dans les mains du même procureur exactement une demi-heure après la lecture du jugement. Il s'agissait d'albums ordinaires avec des photos de Hills jouant avec ses enfants. Le 12 août 1947, tous les accusés furent déclarés coupables de participation à la conspiration commune du camp. Les délibérations durèrent moins de 24 heures pour juger 31 accusés. Le lendemain, les peines furent lues. 22 des accusés furent condamnés à mort par pendaison. Les 9 autres reçurent la réclusion à perpétuité ou des peines de prison allant de 10 à 20 ans. À Koch, on imposa la réclusion à perpétuité. Lorsque Koch se leva pour recevoir sa sentence, le président du tribunal Kiel la regarda depuis le banc et dit « Ilse Koch, le tribunal en session fermée, à la majorité d'au moins 2/3 des membres présents au moment du vote, vous condamne à la réclusion à perpétuité à partir de ce moment. » Selon le Washington Post, son visage rougit lorsqu'elle entendit le verdict, mais elle ne donna aucun autre signe de perte de contenance. Les images filmées montrent une femme en robe à carreaux conservatrice, épuisée et résignée, qui se retourne brusquement lorsqu'elle est touchée à l'épaule par le policier militaire à sa gauche. Le système de révision automatique de l'armée américaine remit l'affaire à des équipes d'avocats expérimentés qui examinèrent l'intégralité du dossier. Leurs conclusions, rédigées de manière indépendante et convergente, étaient catégoriques. Les accusations les plus graves contre Koch n'étaient pas étayées par des preuves crédibles. Les écrans de lampe n'avaient jamais été présentés comme preuve matérielle. Les témoins clés étaient de véracité douteuse. Il n'y avait aucune preuve que Koch ait ordonné de tuer qui que ce soit spécifiquement. Le principal réviseur, le lieutenant-colonel Strait, conclut que la condamnation était excessive et recommanda de la réduire à 4 ans. Le général Lucius D. Clay, gouverneur militaire américain en Allemagne et figure clé de la guerre froide, qui gérait à ces mêmes jours le début du blocus de Berlin, signa la réduction le 8 juin 1948. L'annonce, rendue publique le 17 septembre 1948, déclencha ce que Clay n'avait pas anticipé, bien qu'il l'ait craint. Les titres des journaux d'un océan à l'autre qualifièrent la décision de « scandale », de « contre-atrocité », presque incroyable. Le New York Post qualifia la commutation de contre-atrocité de Clay. Les éditeurs du Miami Herald demandèrent « Au nom de la justice humaine fondamentale, que faut-il de plus pour que l'armée maintienne Hills en prison ?» Les manifestations de rue dans les villes américaines portaient des écrans de lampe comme symbole. Le général Clay fut accueilli au Waldorf Astoria de New York par 40 manifestants exigeant sa démission. Lors d'un autre événement ultérieur au Town Hall de New York, 100 personnes interrompirent son discours en criant. Clay le décrivit plus tard comme « l'un des moments les plus déconcertants de ma vie ». Woody Guthrie composa une chanson intitulée « Ilse Koch » du point de vue d'un prisonnier de Buchenwald. La vieille Ilse Koch a été prise, la vieille Ilse Koch a été libérée. Les paroles mélangeaient des images de corps calcinés avec l'accusation des écrans faits de peau humaine, contribuant à fixer l'image de Koch dans la culture populaire américaine. Le scandale arriva jusqu'au Sénat. Le sénateur Homer Ferguson, qui avait visité Dachau en 1945 en tant que membre d'une délégation gouvernementale, ouvrit une enquête officielle. Les audiences, en partie ouvertes et en partie fermées par sensibilité diplomatique, le blocus de Berlin rendait inopportunes les critiques publiques du commandement américain en Europe, révélèrent des informations gênantes. Les juges du tribunal de Dachau étaient des officiers militaires sans formation juridique qui délibérèrent à peine quelques minutes par accusé, guidés par un manuel résumé.
Le seul avocat du panel n'avait pas pu conseiller 8 juges simultanément en 4 mois de procès. Les réviseurs juridiques, tous des juristes expérimentés, avaient conclu de manière unanime que la condamnation n'avait pas de fondement suffisant. En fin de compte, le comité sénatorial recommanda ce qui restait de disponible juridiquement: un nouveau procès devant les tribunaux allemands pour des crimes commis contre des ressortissants allemands qui étaient hors de la juridiction du tribunal de Dachau. Le procès allemand. Augsbourg, 1950 à 1951. Le processus vers le nouveau procès a été long et marqué par la géopolitique de la guerre froide. L'Allemagne de l'Est, par les autorités de Thuringe où se trouvait Buchenwald, a demandé l'extradition de Koch pour la juger à Weimar. Clay a bloqué toute extradition vers la zone soviétique par une directive express. Le gouvernement bavarois, sous pression américaine, a désigné le procureur Johann Ilkov, un juriste anti-nazi d'origine tchèque que les nazis avaient écarté de son poste pour avoir refusé d'annuler son mariage avec sa femme juive et qui avait été soumis à un travail forcé en 1944. Le processus d'instruction a duré plus d'1 an. Ilko a voyagé aux États-Unis pour prendre les dépositions des survivants juifs émigrés, s'installant dans une salle de l'édifice de l'armée américaine rue Whitehall à Manhattan. Il a recueilli plus de 200 déclarations. Le juge instructeur Erich Jagomast, qui parlait yiddish, a facilité grandement le travail. Le comité de Buchenwald, dominé par des communistes, a d'abord boycotté l'enquête qu'il considérait comme une manœuvre occidentale. Fin 1949, il a changé de position en comprenant qu'il s'agissait de la seule vraie chance de voir Koch condamné, et ses témoignages ont commencé à affluer. Le 17 octobre 1949, lorsque Koch devait être libéré de Landsberg après avoir purgé sa peine américaine réduite, Ilkov attendait dans la cour avec un mandat d'arrêt allemand. Koch est sorti du bâtiment avec un manteau en laine, un béret vert et un sac en toile, souriant largement aux photographes. « Enfant, vous devez être bien pauvre pour devoir me photographier pour gagner votre vie », leur a-t-elle dit. Elle a été arrêtée 20 minutes plus tard et transférée à Aïchak, où elle serait envoyée à l'aile psychiatrique avant le procès. L'accusation formelle qu'Ilkov a présentée en mai 1950 comportait 151 pages et résumait les témoignages de 201 témoins. Les charges comprenèrent 25 accusations de blessures graves, 65 pour incitation à la tentative de meurtre et 25 pour incitation au meurtre consommé. L'accusation de meurtre direct qu'Ilko avait tenté de maintenir, basée sur le seul témoin disponible, Friedrich Thum, condamné pour viol et fraude, a été retirée car aucun autre témoin n'a pu la corroborer sous aucune forme. Le procès a commencé le 27 novembre 1950 au Kolpinghaus d'Augsbourg, un centre communautaire de la ville, car les dégâts des bombardements avaient détruit le bâtiment judiciaire. Le juge-président Georg Maginot, ancien membre des SS depuis 1934 bien qu'avec des antécédents de conflit avec la Gestapo locale, présidait le tribunal aux côtés de 2 autres juges et d'un jury de 6 citoyens, 2 agriculteurs, un commerçant, un artisan, un ouvrier d'usine et un fonctionnaire. L'avocat défenseur était Alfred Seidel, ancien membre du parti nazi depuis 1937 qui avait défendu Hans Frank et Rudolf Hess à Nuremberg. Pendant 6 semaines, 241 témoins ont comparu. C'était un procès d'une autre dimension par rapport aux moins de 20 témoins qui avaient témoigné sur Koch à Dachau. La stratégie d'Ilkov était de présenter d'abord 3 témoins experts pour établir les conditions générales du camp. Le professeur Benedikt Kautsky, qui avait publié un livre sur les camps en 1948, s'est allongé sur le chevalet de flagellation qu'Ilkov avait demandé à emprunter à la section hamburgienne du Verein et placé devant le banc du jury pour démontrer comment étaient réalisés les fouets. L'impact visuel a été considérable. Le témoignage qui a suscité le plus de remous dans la presse fut celui du journaliste Joseph Ackermann, qui avait travaillé pendant 5 ans au département de pathologie du camp. Il a témoigné que le médecin SS Heinz Müller lui avait parlé d'une lampe préparée comme un cadeau très spécial pour l'anniversaire de Karl Koch. Le produit final, selon Ackermann, était une lampe faite de os humains qui s'allumait en appuyant sur le gros orteil de l'un des 3 pieds humains qui formaient la base. L'abat-jour était fait de peau tatouée, a-t-il dit, parce qu'on pouvait voir les tétons. Il a aussi indiqué que la lampe avait été remise à la Villa Koch, mais retirée quelques semaines après, lorsque des autorités supérieures des SS l'ont jugée de mauvais goût.
Ilse Koch écouta tout cela sur le banc des accusés avec un mélange d'ennui ostensible et de colère contenue. Lorsque Maginot lui demanda si elle avait jamais possédé un livre pornographique relié en peau humaine, elle répondit brusquement « Jamais ». Elle nia absolument chaque accusation. « Je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu, je n'ai rien fait ». Ces dénégations étaient tellement absolues qu'elles se retournèrent contre elle. Elle nia savoir qu'il y avait eu des passages à tabac à Buchenwald, nia avoir jamais vu un prisonnier en mauvais état physique bien qu'il travaillait dans son jardin, nia avoir eu un fouet de cavalerie. Maginot l'interrompit plusieurs fois avec une frustration grandissante. Lorsque les prêtres Andreas Rieser et Alfred Berchtold témoignèrent avoir vu personnellement comment Koch désignait des prisonniers qui mouraient ensuite assassinés, Maginot demanda à Koch si ces prêtres étaient aussi parjures. « Oui », répondit-elle. Les protestations du public dans la salle furent audibles. La santé mentale de Koch se détériora visiblement pendant le procès. Lors de la deuxième semaine de procès, elle eut ce que la presse décrivit comme une crise nerveuse. Elle brisa la fenêtre de sa cellule, cria « Je suis coupable, je suis pécheresse » et cita des extraits de l'enfer de Dante lors de son transfert à l'hôpital. Les médecins experts déclarèrent que l'effondrement était théâtral et artificiel, conçu pour saboter le procès. Elle fut jugée en son absence pendant plusieurs jours. Lorsqu'elle réapparut en salle et s'évanouit sur le trottoir du tribunal, Maginot la fit entrer en traînant et lui dit « Voulez-vous recommencer à faire du théâtre? Vous ne pouvez rien obtenir avec ça. » Koch se leva, se nettoya les yeux et répondit « Oh, c'était juste un rêve !» et elle s'assit. Le procès a eu ses moments de chaos véritable. Le témoin Otto Axmann se précipita sur le chevalet de flagellation exposé devant le jury, prit le fouet et se planta devant Koch en criant « Ils m'ont frappé dans le camp à cause de cette femme !» Il fallut le maîtriser par les policiers du tribunal. Le témoin Alexander Karoli, qui était arrivé à Buchenwald à 16 ans et avait subi une blessure cérébrale là-bas, s'effondra sur le banc des témoins après avoir témoigné sur les prisonniers qui mouraient après avoir été dénoncés par Koch. Elle a fait une crise et a été emportée en criant dans les bras de la police. La presse allemande a rapporté que Koch tremblait pendant ce témoignage, se couvrait le visage de ses mains et pleurait lors des pauses. Mais il y eut aussi des moments qui révélaient la curieuse dualité du procès. Le prince Josias de Waldeck, le même aristocrate qui avait déclenché l'enquête qui conduisit à l'arrestation des Koch en 1943, comparut comme témoin de la défense et déclara que le concept selon lequel Ilse Koch donnait des ordres au personnel du camp était absurde. Waldeck fut libéré de Landsberg le jour même de son témoignage. C'était déjà l'année 1951. Il avait purgé sa peine à vie. Ni la presse ni le public ne le signalèrent. Le procureur Ilkow présenta son plaidoirie finale le 11 janvier 1951. Koch s'effondra à nouveau et dut être évacué dans sa chaise par 2 policiers, tandis que le public de 200 personnes applaudissait. Ilkow argumenta que Koch avait agi, poursuivi par le démon de la brutalité et des instincts déchaînés, et que ses crimes étaient particulièrement graves parce qu'ils étaient volontaires et inutiles. Il demanda la réclusion à perpétuité. Seidel répondit en argumentant que sa cliente avait été poursuivie par certains cercles influents du Sénat américain et des partisans du ministre des Finances judéo-américain Morgenthau, et que l'ensemble de l'accusation avait été motivé par l'obsession publique concernant les écrans de peau humaine qui, admit-il, n'avaient pas pu être prouvés avec 200 témoins. Le 15 janvier 1951, le tribunal rendit son verdict avec Koch absente pour la énième fois. Coupable d'incitation au meurtre, dans le cas du prisonnier dont la tête a été écrasée avec une pierre après avoir été désigné par Koch, confirmé par le témoignage du père Rieser et un deuxième témoin civil, d'incitation à la tentative de meurtre et de plusieurs chefs de blessures graves. Acquitté des accusations liées à la peau humaine. La sentence, réclusion à perpétuité et perte permanente des droits civils. Le tribunal expliqua dans son jugement écrit de 137 pages que Koch avait agi en pleine conscience que ses dénonciations pouvaient provoquer la mort des dénoncés, qu'elle avait obtenu une satisfaction intérieure en observant la violence résultante et que sa culpabilité était aggravée par l'absence de toute pression institutionnelle qui l'aurait forcé à agir ainsi. Contrairement aux gardes et fonctionnaires qui exécutaient seulement des ordres,
Koch n'avait aucune excuse. Le président du tribunal, Maginot, expliqua que cette femme impitoyable et obstinée avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour aggraver la situation de ces pauvres hommes torturés. Ce qui la rendait particulièrement coupable, argumenta le jugement du tribunal, était que ces crimes étaient volontaires et inutiles. Elle n'appartenait pas aux organes de supervision du camp, ces crimes étaient gratuits. Et il ajouta, dans un paragraphe qui révèle à la fois les préjugés de l'époque et le procès lui-même, les conditions à Buchenwald auraient dû pour une femme susciter compassion et pitié. Les longues années, prison, clémence et détérioration. Ilse Koch retourna à Aishak. Elle avait 44 ans. Sa condamnation était à perpétuité. Son fils Uwe, né à Landsberg en octobre 1947 pendant la première condamnation américaine, avait été remis aux services sociaux bavarois dès sa naissance. Alfred Seidel présenta un appel exhaustif en juin 1951. Tous ses arguments furent rejetés. La Cour suprême fédérale confirma la décision en avril 1952. Koch épuisa toutes les ressources disponibles, y compris une tentative infructueuse auprès de la Commission européenne des droits de l'homme en 1962, qui fut déclarée irrecevable. Au cours des 16 années suivantes, elle présenta demande après demande de clémence. Aucune n'eut de succès. La mécanique était toujours la même. Ses avocats, sa famille et les organisations de soutien dont Stille Hilfe, l'organisation de la princesse Hélène Elisabeth von Isenburg dédiée à soutenir les criminels de guerre nazis, formulèrent une demande arguant de sa santé dégradée, de son comportement carcéral irréprochable, du temps déjà purgé. Les autorités bavaroises rejetèrent toutes les demandes. Le ministre de la Justice, Hans Ehard, résuma la position officielle en 1965. L'opinion publique n'aurait aucune compréhension pour qu'un représentant du gouvernement violent du national-socialisme soit libéré par un acte de clémence. La paradoxe était aiguë. L'Allemagne de l'Ouest des années 50 était notoire pour avoir amnistié de facto des milliers de criminels de guerre qui retournèrent à la vie civile, à la fonction publique, à la magistrature et à la politique. De nombreux auteurs directs de l'Holocauste ne furent jamais jugés. Le commandant de Buchenwald, durant la dernière phase du camp, Hermann Pister, était décédé d'une crise cardiaque en 1948 avant que sa condamnation à mort ne puisse être exécutée. Le prince Waldeck, sous l'autorité administrative duquel Buchenwald était tombé, fut libéré de Landsberg le jour même où il comparaissait pour témoigner lors du procès d'Augsbourg contre Koch. Werner Berger, qui purgeait une peine à perpétuité pour avoir participé à des exécutions massives à Buchenwald, fut libéré en 1954. En 1951, tandis que des milliers d'Allemands manifestaient devant Landsberg demandant l'amnistie pour les condamnés de guerre, emprisonnés là, cette même demande était perçue comme obscène lorsqu'elle s'appliquait au cas de Koch. Alfred Seidel présenta des demandes de clémence en 1955, 1957, 1960, 1960 et 1962. Toutes furent rejetées. Les rapports d'Aishach qui accompagnèrent chaque demande disaient invariablement la même chose. Koch manque complètement de perspicacité, de remords ou d'empathie envers les prisonniers torturés ou tués et se perçoit elle-même comme une prisonnière politique innocente. Sans contrition, il n'y aurait pas de clémence, mais Koch était incapable de montrer ce que les fonctionnaires attendaient de voir, car elle ne reconnaissait vraiment pas avoir fait quoi que ce soit de mal. En 1962, elle tenta une voie différente, la Commission européenne des droits de l'homme. La présentation fut déclarée irrecevable, car le procès avait pris fin 2 ans avant que l'Allemagne de l'Ouest n'adhère à la juridiction de la Commission en 1953. La situation de Koch fit l'objet d'un article dans le Washington Post en 1960, 15 ans après sa première arrestation. La journaliste qui la visita à Aishach la décrivit comme étonnamment bien informée sur les derniers détails du cas, grâce aux journaux allemands et aux Stars and Stripes qu'elle recevait en prison. Koch refusa de commenter quoi que ce soit qui pourrait être utilisé comme propagande contre moi dans le monde entier. Son ton, écrivit la journaliste, frôlait l'arrogance. Le fils Artwin, qui atteignit la majorité sans avoir connu sa mère libre,
écrivit en 1957 aux autorités judiciaires fédérales « C'est terrible qu'une personne ne puisse pas avoir sa maman, même quand elle est encore vivante. S'il vous plaît, faites enfin quelque chose. Peut-on vraiment condamner une personne innocente? Qui a ce droit? Ne tournez pas la tête, faites quelque chose, s'il vous plaît. » La demande fut archivée sans réponse. La fille Gisela se souvint de sa première visite adolescente à Aishak. Il y avait toujours quelqu'un là-bas pour nous écouter. Je suis resté tellement impressionné en voyant ma mère. Je crois que je suis simplement resté assise et que je n'ai presque pas parlé. Koch proclamait son innocence à chaque visite. Au fil du temps, la relation entre mère et fille se distança, bien que Gisela ait travaillé pendant des années au bureau de Steel Ilf, qui finançait les appels. La détérioration mentale commença à être véritablement et irréversiblement évidente à partir de 1961. Koch inventa le prometteur fictif Erich Prinz von Brenhoff. Elle signait des documents avec les deux noms. Elle avait des hallucinations de viols nocturnes orchestrés par des « vengeurs juifs » que les autorités laissaient entrer dans sa cellule. Elle refusait de manger ou de se baigner. Les rapports médicaux de la période montrent un tableau que les psychiatres décrivaient comme une psychose de confinement, mais qui montrait également des caractéristiques d'une dégradation psychique authentique, bien au-delà de toute stratégie calculée. Elle fut transférée temporairement dans une institution psychiatrique en 1967. Les rapports de cette période la décrivent assise en silence pendant des heures, puis en agitation soudaine, citant des passages bibliques ou des extraits des poèmes qu'elle écrivait depuis 15 ans. Elle retourna à Aishach. L'été de 1967 fut le dernier. La correspondance personnelle de Koch conservée dans les archives d'Aishach montre une femme qui n'a jamais reconnu aucune culpabilité. Les lettres à ses enfants, en particulier à Gisela et Artwin, mêlent des autoperceptions de martyrs avec un antisémitisme explicite. Une nouvelle campagne de haine a été orchestrée contre moi, principalement par des Juifs, écrivit-elle à Artwin en 1955. Dans son carnet d'adresses personnelles, elle avait souligné le nom de tous les témoins qu'elle considérait comme juifs, presque une centaine. « J'ai de la malchance », écrivit-elle à Gisela. « La malédiction des Juifs pèse sur moi. » Elle écrivait aussi de la poésie qu'elle envoyait à ses enfants avec une confiance démesurée en son talent. « Si les chanteurs de Schlager peuvent gagner autant d'argent, » écrivait-elle à Artwin en 1957, alors je devrais aussi trouver un éditeur intéressé par mes poèmes. Dès le début, mon livre promet d'être un best-seller. Même mes ennemis le liraient par curiosité. Les poèmes combinaient sentimentalisme rural avec des fantasmes de vindication divine et de châtiment pour ses ennemis. Ceux qui se sont égarés dans la haine aveugle, ceux qui m'ont accusé par parjure, je les jugerai selon ma sagesse, le temps ne compte pas dans l'éternité. À partir de 1961, les demandes de clémence rejetées coïncidèrent avec une détérioration mentale progressive et authentique. Koch commença à souffrir d'hallucinations. Elle inventa un prometteur fictif appelé Erich Prinz von Brenhoff, qu'elle demandait à ses enfants d'appeler « papa ». Elle signait des documents avec son nom à côté du sien. Elle se désignait elle-même comme « Kunterbund », son soi-disant nom littéraire. Elle refusait de manger ou de se baigner. Les rapports du personnel pénitentiaire documentent des comportements qui rendaient inviable toute lecture comme une stratégie d'acteur. En 1967, elle fut transférée temporairement dans une institution psychiatrique. Elle retourna à Aishach. Le 1er septembre 1967, elle écrivit la note à Uwe. Elle attacha ensuite le drap. Le devin de la peau humaine. Aucune analyse honnête du cas d'Ilse Koch ne peut éviter la question centrale. Les objets en peau humaine qui l'ont rendu célèbre ont-ils vraiment existé? La réponse nécessite de distinguer plusieurs couches. Il est documenté que des peaux humaines tatouées ont été conservées à Buchenwald. Les départements de pathologie du camp traitèrent les cadavres et il existe des preuves que certaines sections de peau tatouées ont été préservées pour ce qui était décrit comme une recherche scientifique par le médecin SS-docteur Erich Wagner. Certains témoignages parlent de la distribution de ces matériaux parmi les officiers SS ayant des intérêts de collection. Le témoignage d'Ackermann à Augsbourg sur la lampe en os et peau fabriquée pour l'anniversaire de Karl Koch,
qui aurait été retirée de la villa après quelques semaines parce qu'elle était considérée comme de mauvais goût par les supérieurs SS, est le récit le plus détaillé et attribué à une source ayant une connaissance directe. Mais le lien spécifique d'Ilse Koch avec ces objets n'a jamais été prouvé lors de l'un des 3 procès. Le point le plus solide en faveur de son innocence à cet égard est l'enquête de Morgan. En août 1943, Morgan et son équipe ont perquisitionné la villa de fond en comble pendant des heures, ont catalogué chaque objet et ont envoyé le tout à Saaz. Morgan avait tous les incitatifs du monde pour trouver des preuves contre Koch. Il construisait le dossier qui mènerait Karl à la mort. S'il avait trouvé de la peau humaine, il l'aurait utilisée. Il a témoigné à Dachau et à Augsbourg qu'il n'a rien trouvé et qu'il n'avait même jamais entendu la rumeur. Le point le plus faible de l'accusation est la disparition de l'écran de lampe original. Les Américains l'ont présenté publiquement à Buchenwald en 1945 et l'ont attribué à Koch. Il n'est jamais apparu comme preuve matérielle devant un tribunal. Le procureur de Dachau a dit qu'il l'avait transféré à Nuremberg où il a été égaré. Dans les années 70, des chercheurs ayant cherché l'objet dans les archives de Nuremberg n'ont trouvé aucune trace de reçu ou de documentation concernant un tel transfert. Le résultat paradoxal est celui-ci. L'accusation qui a fait d'Ilse Koch le nom le plus reconnu du nazisme pour le grand public, celle qui a conduit à des manifestations dans les rues de New York et à des chansons de Woody Guthrie, est précisément celle qu'aucun tribunal des 3 qui l'ont jugé n'a réussi à prouver. Ce qui a été démontré cependant est différent et à sa manière tout aussi condamnatoire. Ilse Koch s'est activement affiliée au parti nazi avant que cela ne devienne obligatoire. Elle a vécu pendant 6 ans à quelques mètres d'un camp où 56 000 personnes sont mortes et a affirmé une ignorance totale. Elle a utilisé du travail forcé chez elle sans reconnaître l'humanité de ces personnes. Elle a frappé physiquement des prisonniers avec son fouet, selon les déclarations de témoins directs dans certains cas. Elle a dénoncé des internes au SS pour des raisons triviales, sachant que cela pouvait entraîner leur mort. Elle a bénéficié matériellement de la fortune que son mari avait accumulée en volant les internes. Le tribunal allemand de 1951 a estimé que cela suffisait pour une condamnation à perpétuité. Mais le cas Koch est aussi une étude sur la façon dont le genre façonne la perception du crime et sur les mécanismes qui produisent certains types d'infamie historiques. La symétrie est évidente. Koch a été persécuté avec une intensité qui ne s'appliquait pas aux hommes dont la culpabilité directe dans le système d'extermination était bien plus grande. Les auteurs directs de l'Holocauste, les planificateurs des chambres à gaz, les concepteurs des trains de la mort, les responsables des fusillades de masse ont soit été acquittés, soit condamnés de manière partielle ou non exécutés. Ilse Koch, condamnée pour avoir incité à une 12aine d'actes de violence, fut la seule prisonnière du système judiciaire d'après-guerre à être restée en prison jusqu'à sa mort. La clé réside dans la façon dont elle a été décrite dès le départ. Lors du procès de Dachau, le procureur Denson l'a qualifiée de créature d'un autre monde torturé, une perverse sadique de proportions monumentales sans précédent dans l'histoire. La presse a parlé de son corps, de sa supposée nymphomanie, de son postérieur proéminent. Le tribunal allemand d'Augsbourg a raisonnablement expliqué dans son verdict que ces crimes étaient particulièrement répréhensibles parce qu'ils violaient les attentes que l'on avait envers une femme. En étant femme, elle aurait dû éprouver de la compassion et de la pitié. Les autres épouses d'officiers SS, a raisonné le tribunal, avaient fait le bien dans la mesure de leurs faibles possibilités. Seul Koch avait rejeté cet élan féminin naturel. Cette construction du crime comme rupture de la féminité remplissait plusieurs fonctions à la fois. Elle transformait Koch en un cas exceptionnel, un monstre singulier, séparé du système. Si ces crimes étaient le produit d'une perversion sexuelle individuelle, il était plus confortable de la condamner sans avoir à examiner les structures plus larges qui les ont rendues possibles. Et en la transformant en l'incarnation visible du mal nazi, cela permettait au public allemand d'après-guerre de concentrer son horreur sur elle et de condamner le Troisième Reich sans avoir à réfléchir à la complicité collective qui l'avait soutenue. Le journal Frankfurter Allgemeine Zeitung a célébré la condamnation d'Augsbourg comme une preuve que le droit allemand est entièrement suffisant pour les criminels allemands et que le nouvel État allemand était capable de mener les vrais criminels de guerre à leur juste destin.
Koch, avec ses crimes d'incitation, était le vrai criminel de guerre que le tribunal allemand désignait, tandis que les auteurs directs du génocide jouissaient de la liberté ou de condamnations légères. La paradoxe était visible pour les observateurs à l'époque et elle est encore plus évidente depuis la distance historique. L'ensemble de la trajectoire juridique d'Ilse Koch révèle quelque chose sur la façon dont la vérité judiciaire est construite dans des contextes différents et sur les limites des systèmes juridiques lorsqu'ils sont confrontés à des crimes sans précédent. Lors du procès des SS en 1944, elle a été acquittée. Le tribunal nazi, avec toutes ses horreurs systémiques, a appliqué dans ce cas des normes de preuve qui l'ont acquittée. Il n'y avait aucune preuve qu'elle ait commis des crimes autonomes, autre que d'être complice et bénéficiaire des délits financiers de son mari. Cette absolution provenait d'un système qui exécutait Karl Koch pour meurtre sans autorisation, non pas parce que le meurtre était mauvais en soi, mais parce qu'il avait été exécuté en dehors du protocole. L'ironie structurelle est parfaite. Le même système qui tuait 56 000 personnes dans un camp l'a acquittée parce qu'il n'y avait aucune preuve qu'elle ait violé ses propres règles. Lors du procès américain en 1947, elle a été déclarée coupable de participer à la conception commune du camp. Le concept juridique de common design ou conspiration commune était un outil utile pour poursuivre en masse les responsables à différents niveaux sans avoir à prouver des actes spécifiques pour chacun. Mais appliqué à quelqu'un sans rang officiel, sans uniforme et sans charge formelle, son étendue était beaucoup plus imprécise. Les preuves concernant les accusations les plus graves ont été classées par tous les réviseurs ultérieurs, 9 avocats, en tout travaillant de manière indépendante, comme basées sur des rumeurs et des témoignages de crédibilité douteuse. La condamnation a été réduite à 4 ans par ces mêmes autorités. Le scandale qui a suivi était en partie le résultat du fait que le public américain avait consommé pendant 2 ans l'image d'un monstre sans précédent, et la conclusion juridique n'était pas compatible avec cette image. Lors du procès allemand de 1951, elle a été à nouveau condamnée à la réclusion à perpétuité, mais acquittée spécifiquement des accusations les plus notoires. Le procès a été plus long, plus rigoureux, avec plus de témoins et un plus grand soin dans l'évaluation des preuves. La condamnation était basée sur l'incitation au meurtre et les blessures graves, soutenue par les témoignages de 241 témoins et l'analyse d'un tribunal qui a documenté par écrit ses raisonnements sur 137 pages. La sentence était juridiquement plus solide que celle de Dachau, mais aussi plus modeste dans son véritable champ d'application. 3 systèmes juridiques distincts, 3 contextes politiques distincts, 3 ensembles de règles de preuve distincts. Le seul dénominateur commun, les 3 ont abouti à une condamnation, bien que pour des raisons différentes. Et les 3 ont convenu, implicitement ou explicitement, que les accusations les plus célèbres ne pouvaient pas être prouvées. L'héritage. La note de suicide remise à Uwe n'était pas une confession, ce n'était pas une demande de pardon. C'était une déclaration selon laquelle la mort était préférable à la continuation de ce que Ilse Koch décrivait comme une injustice irrémédiable. Jusqu'à la fin, elle n'a jamais reconnu avoir commis de crime. Sa position n'a jamais changé en 24 ans. L'affaire a eu des conséquences qui vont au-delà de la personne. La controverse américaine sur la réduction de peine en 1948 a directement contribué à des réformes dans le système de révision du programme des crimes de guerre militaires. Le débat sur la norme de preuve lors des procès de Dachau, mis en lumière par l'affaire Koch, a influencé des discussions juridiques sur les limites de la justice de transition qui resteraient pertinentes dans les décennies suivantes. Le concept de conspiration commune, que Denson appliqua avec tant de succès à Dachau, réapparaîtrait sous des formes modifiées dans les tribunaux internationaux suivants, avec tous ses avantages et tous ses problèmes. Dans la culture populaire, le nom d'Ilse Koch a continué à circuler des décennies après sa mort. Il apparaît dans des romans, dans des films d'exploitation des années 1970, où elle a été représentée comme l'incarnation du sadisme nazi, dans des romans d'horreur et dans des séries documentaires. L'image qui prévaut dans presque tous ces produits est la plus extrême, celle des écrans de lampe, des gants en peau, du monstre sexuel. L'image la plus nuancée, celle qui émerge des archives et des dossiers judiciaires, est beaucoup moins fréquente, ce qu'a été Ilse Koch, selon les faits documentés. Une femme qui a activement choisi le nazisme avant qu'il ne devienne obligatoire ou socialement commode.
qui a vécu pendant 6 ans à quelques mètres d'un système d'extermination de masse et a participé à son fonctionnement quotidien de manière que le tribunal allemand a jugé suffisante pour une peine de réclusion à perpétuité, qui a frappé, humilié et dénoncé des prisonniers avec des conséquences létales dans des cas documentés, qui élevait ses enfants entre le crématoire et le zoo du camp avec une indifférence documentée face à la souffrance de ceux qui mouraient de l'autre côté de la clôture. Ce qu'elle n'a probablement pas été, l'autrice des écrans de lampes en peau humaine, la commandante qui co-dirigeait le camp avec son mari en termes d'autorité formelle. Le monstre sexuel unique et irrépétible que la presse américaine et allemande a construit. Ce qu'elle a été avec une totale certitude. Le personnage sur lequel le monde occidental a décidé de concentrer son horreur et son indignation face aux crimes du Troisième Reich, en partie parce que cela était plus simple que d'examiner la mécanique plus large, plus banale et plus collective qui a rendu ces crimes possibles. Son infamie a été construite sur des actes réels, magnifiés par des rumeurs, amplifiés par la presse, instrumentalisés par la politique de la guerre froide et filtrés à travers les préjugés de genre de 3 sociétés différentes sur une période de 5 ans. Le dossier judiciaire d'Ilse Koch, avec ses 3 procès, ses 3 acquittements partiels et ses 3 condamnations totales, avec sa lampe disparue et ses albums ordinaires, avec ses témoins parjure et ses témoins crédibles, avec ses réviseurs qui réduisent la peine et ses juges qui l'imposent à nouveau, est un document extraordinaire sur la complexité d'établir la vérité dans le contexte des pires crimes de l'histoire du XXe siècle et sur les mécanismes, parfois obscurs, qui décident qui incarne le mal et qui reste dans l'ombre.